Aujourd'hui, on commence une exploration en profondeur qui risque de bouleverser pas mal de certitudes, je pense. On se base sur de très riches extraits d'un document qui s'intitule Thyroïde au-delà de la TSH. Et notre mission tout au long de cette analyse, c'est de déconstruire totalement un modèle médical qui est devenu franchement obsolète et beaucoup trop simpliste. Ouais, complètement obsolète, ouais. Voilà, c'est ce modèle qui considère la glande thyroïde comme un simple interrupteur binaire, en fait. Genre un bouton qui marche ou qui marche pas. Et il est vraiment temps d'aller bien au-delà de cette vision hyper réductrice. Ah ben c'est une mission absolument cruciale. Parce que pendant trop longtemps, on a isolé cette petite glande, tu sais, celle située à la base du cou, en ignorant qu'elle agit en réalité comme un véritable nœud stratégique. Un nœud stratégique, c'est-à-dire. Eh ben, au sein d'un vaste réseau systémique, un réseau qui implique le cerveau, le foie, la barrière intestinale et même la production d'énergie au cœur de chacune de nos cellules. C'est gigantesque en fait, hein. C'est fou, ouais. Et le constat de départ de nos sources, il est vraiment frappant. Beaucoup de personnes naviguent dans une espèce d'errance médicale épuisante. Elles vivent au quotidien avec une fatigue chronique écrasante, un brouillard mental qui les empêche de se concentrer, ou même une prise de poids qui est totalement inexpliquée. Et le pire là-dedans, c'est quand ces personnes reçoivent leurs résultats d'analyse sanguine, hein, on leur dit texto que tout est normal. Mais oui, c'est d'une violence psychologique inouïe. Le voyant d'alerte officiel sur le tableau de bord, il s'allume pas. Donc le médecin déduit qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Sauf qu'en réalité, le moteur tousse, le véhicule ralentit et l'organisme entier compense, mais silencieusement, tu vois, jusqu'à ce qu'il finisse par craquer complètement. C'est exactement ça. Et souvent, quand il est question d'un diagnostic médical, on s'attend à une précision presque chirurgicale. Genre, si on prend l'exemple d'une fracture du bras, ça apparaît comme une ligne blanche bien nette sur une radio. Ouais, c'est visible, c'est cassé, on répare. Voilà. Mais quand on s'aventure dans le domaine de l'endocrinologie, du métabolisme, cette logique visuelle et binaire, elle s'effondre totalement. Le tableau clinique devient flou. Donc pour tous ceux qui ont un jour eu l'impression que leur corps tournait au ralenti sans la moindre explication médicale, cette discussion promet de grandes révélations. Ah, je suis convaincu qu'il va y avoir des moments de prise de conscience, ouais. Mais pour y parvenir, il faut d'abord changer de perspective. Réduire un trouble thyroïdien à la seule glande thyroïde, c'est comme ignorer l'orchestre tout entier pour ne fixer que le chef d'orchestre. Et s'étonner que la musique soit mauvaise, hein. C'est ça exactement. Alors, pour comprendre pourquoi ce fameux modèle de l'interrupteur est faux, faut remonter à la source. Faut observer qui donne réellement les ordres à la thyroïde. Le document utilise des concepts un peu complexes, mais on peut illustrer ça simplement. Imaginons un système de chauffage intelligent dans une grande maison. D'accord, j'aime bien cette image. L'hypothalamus, qui est dans le cerveau, c'est le thermostat de la maison. Il observe la température ambiante, il ressent le froid. L'hypophyse, juste en dessous, c'est le boîtier de commande électronique. Et la thyroïde, c'est la chaudière, au sous-sol. Mhm. Et si la fameuse TSH n'est au final que le signal électrique envoyé par le boîtier à la chaudière pour lui dire de s'allumer, est-ce que c'est pas totalement absurde de mesurer uniquement cette TSH pour savoir si la maison est bien chauffée? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette analogie illustre à la perfection ce qu'on appelle le mécanisme de rétrocontrôle de l'axe hypothalamus-hypophyse-thyroïde. L'axe HPT, quoi. Et le problème fondamental de notre approche moderne, c'est la confusion sur la nature même de la TSH. C'est-à-dire, c'est quoi exactement la TSH? Mais TSH, ça signifie Thyroid Stimulating Hormone. C'est une hormone de stimulation fabriquée par l'hypophyse dans le cerveau et non par la thyroïde elle-même. C'est un ordre de production en fait. C'est pas du tout le reflet du résultat final. Ah ouais, d'accord. Donc, en se fiant uniquement à la TSH, on écoute juste le chef hurler un ordre à ses employés, mais on descend jamais dans l'usine pour vérifier si le travail a vraiment été fait. Voilà, ou si les produits ont bien été livrés au client. C'est le cœur du problème. L'hypothalamus sécrète d'abord la TRH pour alerter l'hypophyse. Et l'hypophyse sécrète ensuite la TSH pour stimuler la thyroïde. Pour qu'elle produise ses hormones, c'est ça? Exactement, la T4 et la T3. Et le piège, c'est qu'une TSH dite normale ou même basse peut parfaitement cacher un problème d'origine centrale, ce qu'on appelle une hypothyroïdie centrale. Attends, donc le cerveau n'envoie tout simplement pas le bon signal. C'est ça. Si le boîtier de commande est défectueux ou brouillé par diverses perturbations, la chaudière ne s'allumera pas. Elle restera éteinte, même si elle est en parfait état de marche au sous-sol. Et les sources précisent que ce signal, il n'est pas fixe. Il est modulé par l'environnement. Genre, le cerveau peut décider de couper le chauffage exprès. Tout à fait. C'est un mécanisme de survie.
En cas de contrainte majeure, le cerveau donne la priorité à la survie immédiate, le stress chronique par exemple. Ouais. Par l'intermédiaire du cortisol, le stress peut littéralement freiner l'ensemble de ce système de commande centrale. L'objectif biologique, c'est de forcer l'organisme à ralentir et à économiser son énergie face à ce qu'il perçoit comme une menace prolongée. Bon, décortiquons ça parce que c'est là qu'on entre dans la mécanique de précision. Puisque le cerveau donne l'ordre de produire, que fabrique réellement cette fameuse chaudière au sous-sol? Le texte indique que la thyroïde produit massivement une hormone appelée la T4 et seulement une infime quantité de T3. Ouais, c'est exact. La très grande majorité, c'est de la T4. Or, c'est bien la T3 qui est l'hormone véritablement active, celle qui donne l'énergie aux cellules. Ça me laisse perplexe. Pourquoi le corps s'obstine-t-il à fabriquer un stock énorme d'une hormone presque inactive au lieu de produire directement ce dont il a besoin? Franchement, ça ressemble à un défaut de conception. Je comprends, on pourrait facilement le penser, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une adaptation évolutive d'une intelligence remarquable. Imagine si la thyroïde produisait uniquement de la T3 active et l'envoyait massivement dans le sang. On aurait plein d'énergie, non? Non, tous les organes recevraient le même signal énergétique en même temps qu'ils en aient besoin ou non. Ce serait le chaos métabolique total. La T4, c'est pas une erreur, c'est une hormone de réserve. C'est une sorte de matière première en circulation. Ah, je vois. C'est un peu comme si la thyroïde envoyait de la pâte à modeler brute dans le sang et que chaque organe sculptait ensuite exactement la forme et la quantité dont il a besoin pour fonctionner à l'instant T. Mais c'est une excellente image. En produisant de la T4, la thyroïde délègue carrément le pouvoir de décision aux tissus périphériques. Ce sont les cellules elles-mêmes qui vont transformer cette T4 en T3 active, sur mesure. Localement, du coup? Localement, grâce à des enzymes spécialisées qu'on appelle des désiodinases, notamment les types 1 et 2 qu'on appelle D1 et D2. Mais attention, ce système de conversion ultra précis, c'est aussi une arme à double tranchant. Pourquoi? Comment ça? Parce qu'il peut être piraté par les circonstances extérieures. En cas de stress physique aigu, d'inflammation, de jeûne prolongé ou de maladie, l'organisme cherche avant tout à se protéger. Et il fait quoi dans ce cas-là? Il fait appel à une troisième enzyme, la désiodinase de type 3, ou D3. Cette enzyme, elle agit comme un aiguillage d'urgence sur une voie ferrée. Au lieu de transformer la T4 en T3 active, elle la détourne et la transforme en ce qu'on appelle la reverse T3 ou RT3. La reverse T3? Le document décrit ça comme une forme totalement inactive. Donc si je comprends bien le mécanisme, c'est comme une fausse clé. Elle rentre parfaitement dans la serrure de la cellule, mais elle est incapable de tourner pour ouvrir la porte. Ouais, c'est ça. Et le pire, c'est qu'en restant bloquée dans la serrure, elle empêche la vraie clé, la bonne T3, de faire son travail. Ton analogie est parfaite. La reverse T3, c'est un frein métabolique d'urgence. Le corps crée délibérément cette hormone fantôme pour bloquer le système cellulaire et empêcher les organes de brûler de l'énergie quand ils se sentent en danger. C'est ce qu'on appelle le syndrome de basse T3. Ou syndrome de maladie non thyroïdienne, c'est ça, ouais. Exactement. Ce qui veut dire que la glande thyroïde elle-même peut fonctionner à merveille, mais que l'énergie n'arrive jamais aux cellules à cause de ce détournement de cargaison. Et les sources insistent bien sur un chiffre, environ 80% de la T3 provient de cette conversion périphérique, en dehors de la glande. C'est un chiffre énorme, oui. Ce qui nous amène naturellement au lieu où se déroule toute cette magie, si la conversion est vitale ou est-ce qu'elle se passe physiquement. C'est là qu'entrent en scène les acteurs de l'ombre de la physiologie thyroïdienne. Et au premier rang, le foie. Si l'on relie ça à une vision plus globale, le foie, c'est vraiment le grand atelier métabolique de l'organisme. D'accord, donc l'enzyme dont on parlait, elle est là-bas. Absolument. L'enzyme D1 ou DIO1 est présente massivement dans le foie. Cet organe est responsable d'une part immense de la transformation de la T4 de réserve en T3 active. Donc pour reprendre notre métaphore de l'expédition, la thyroïde dépose des colis d'hormones T4 brutes dans le sang. Mais ces colis doivent absolument passer par le centre de tri, le foie, pour être déballés et rendus utilisables. C'est tout à fait ça. Et si le centre de tri est totalement engorgé ou, je sais pas, en grève, la livraison échoue. Et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui avec l'explosion des problèmes métaboliques. Si le terrain hépatique est congestionné, par exemple en présence d'une stéatose hépatique, ce qu'on appelle communément la maladie du foie gras, l'atelier de conversion tourne au ralenti. Ah ouais! Donc la production de T3 s'effondre. Elle chute drastiquement, mais non pas parce que la thyroïde est malade, juste parce que le foie est débordé par d'autres tâches, comme gérer les toxines ou les excès de sucre.
Donc, un problème de foie gras qui est souvent invisible au début sabote littéralement l'énergie thyroïdienne. C'est dingue. Mais le voyage du colis s'arrête pas à la sortie du foie. Une fois la T3 active fabriquée, elle voyage dans le sang, mais elle doit encore pénétrer à l'intérieur de la cellule cible pour agir sur notre ADN. Voilà, c'est l'étape cruciale. Et dans les textes sources, il y avait une série d'acronymes assez complexes pour décrire cette étape. Des trucs comme MCT8, OATP, 1C1 ou les récepteurs TR-alpha et TR-bêta. Bon, on va pas faire un cours de biologie moléculaire, mais comment ça marche concrètement, hein? Pour faire simple, l'hormone T3 ne traverse pas la membrane de la cellule par magie. Faut imaginer la cellule comme une boîte de nuit très sélective. Les transporteurs, comme le fameux MCT8, ce sont les videurs à l'entrée. Les videurs de boîtes de nuit, j'adore. Ouais. Ils exigent un billet d'entrée biochimique très spécifique pour laisser passer l'hormone. Et une fois à l'intérieur, l'hormone doit encore trouver sa place VIP, ce qu'on appelle les récepteurs nucléaires, pour enfin donner l'ordre à la cellule de produire de l'énergie. Et si les videurs ont changé les règles à l'entrée ou si la zone VIP est fermée, l'hormone reste à la porte. Exactement. Le signal s'arrête net. Il y a un exemple très parlant dans le document pour illustrer ça, le syndrome de résistance aux hormones thyroïdiennes. C'est un trouble rare, c'est vrai, mais d'une très grande valeur pédagogique. Dans ce syndrome, les prises de sang montrent que le sang est littéralement inondé d'hormones thyroïdiennes. Tout a l'air de déborder, quoi. Tout déborde. Mais cliniquement, le corps de la personne réagit comme s'il en manquait cruellement. Pourquoi? Parce que les récepteurs à l'intérieur de la cellule sont défectueux ou que les portes d'accès sont bloquées. Donc le signal passe pas. Non. Le sang indique qu'il y a des milliers de colis sur la route, mais aucun n'arrive à destination. C'est la preuve absolue que la physiologie s'arrête pas au bout de l'aiguille de la prise de sang. Avoir des hormones dans le sang, c'est bien, mais pouvoir les utiliser à l'intérieur de la cellule, c'est ça qui compte vraiment. C'est fondamental. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce fameux foie, pour faire son travail de conversion, il n'agit pas à partir de rien. Il a besoin de carburant, de nutriments spécifiques. Les sources parlent de l'iode, du sélénium, du zinc, du fer. Des cofacteurs indispensables, oui. Et comment le corps obtient-il ces nutriments? Par l'absorption intestinale. Le lien est inévitable, tu vois. Si le système digestif n'absorbe pas ces cofacteurs, l'usine de conversion hépatique est en rupture de stock de matières premières. Mais ce qui est fascinant dans le document, c'est que l'intestin est bien plus qu'un simple tube d'absorption. C'est là que naît le plus grand danger silencieux pour la thyroïde. Le concept d'auto-immunité. Ah, l'auto-immunité? L'intestin agit comme le grand poste frontière de notre corps. Que se passe-t-il exactement au niveau de cette frontière pour qu'une réaction en chaîne finisse par attaquer la thyroïde? Faut savoir que la grande majorité de notre système immunitaire est physiquement massée autour de l'intestin, justement pour surveiller ce poste frontière. En temps normal, une flore intestinale saine produit des substances protectrices. Genre quoi? Genre les acides gras à chaîne courte. Ces substances nourrissent les cellules de la paroi et maintiennent la frontière parfaitement étanche. Mais lors d'une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre profond du microbiote, ces boucliers protecteurs disparaissent. Et la muqueuse s'abîme. Elle s'abîme et devient poreuse, ouais. C'est le fameux phénomène de perméabilité intestinale, le leaky gut. Les douaniers sont débordés et laissent passer n'importe quoi dans le sang. Exactement. Des fragments de bactéries, notamment ce qu'on appelle les lipopolysaccharides, ou LPS, traversent cette barrière endommagée. Le système immunitaire détecte ces intrus, il panique et il sonne une alarme générale. Et ça crée de l'inflammation. Une inflammation silencieuse, mais systémique. Et cette alarme permanente finit par épuiser et dérégler ce qu'on appelle la tolérance immunitaire. La tolérance immunitaire, c'est la capacité du corps à faire la différence entre un véritable ennemi extérieur et ses propres organes sains. C'est bien ça? C'est précisément cela. C'est un équilibre super délicat entre deux types de globules blancs. T'as les lymphocytes T17, qui sont les soldats attaquants pro-inflammatoires, et t'as les lymphocytes Treg, qui sont les pacificateurs, chargés de siffler la fin du combat. Et quand la barrière intestinale cède? Quand elle cède de façon chronique, les pacificateurs perdent leur contrôle. Les soldats T17 prennent le pouvoir, ils deviennent un peu parano et se mettent à cibler des tissus sains du corps. Et malheureusement, la thyroïde est l'une de leurs victimes favorites. Les sources mentionnent que cette confusion immunitaire prend deux formes principales, qui touchent d'ailleurs, faut le préciser, 4 à 10 fois plus les femmes que les hommes. C'est une disparité énorme, oui. Et il y a deux noms qui reviennent souvent, la maladie de Hashimoto et la maladie de Basedow.
Ce sont des diagnostics qui font peur. Comment le système immunitaire s'y prend-il pour saboter son propre moteur dans ces deux cas précis? Ce sont vraiment les deux visages opposés de la même médaille auto-immune. Dans la maladie d'Hashimoto, le système immunitaire envoie carrément des lymphocytes infiltrer physiquement la glande thyroïde. Ah oui, c'est une attaque directe. Ils produisent des anticorps, notamment les anti-TPO et anti-TG, qui vont détruire les tissus de la glande à petit feu, cellule par cellule. À terme, l'usine est en ruine, elle produit plus rien, c'est l'hypothyroïdie, la panne sèche. D'accord. Et pour base d'eau, du coup? Pour la maladie de base d'eau ou maladie de Grave, dans les pays anglo-saxons, le mécanisme est différent et assez diabolique. Le système immunitaire fabrique des anticorps particuliers, appelés TRAB. Et ils font quoi, ces anticorps? Ils ont une forme qui imite parfaitement la TSH, tu sais, l'hormone qui donne l'ordre de production. Ils viennent se fixer sur les récepteurs de la thyroïde et appuient sur l'accélérateur en continu. Oh, waouh! Donc la thyroïde est stimulée non-stop. Elle est fouettée en permanence. Elle s'emballe et produit des quantités toxiques d'hormones. C'est l'hyperthyroïdie. Ça s'accompagne souvent d'une atteinte des tissus derrière les yeux, ce qui donne ce regard parfois exorbitant qu'on appelle l'orbitopathie. C'est terrible. Donc, dans un cas, l'armée détruit l'usine et dans l'autre, elle prend les commandes en otage pour forcer les machines à tourner jour et nuit sans s'arrêter. Mais qu'est-ce qui provoque cette porosité intestinale et ce basculement immunitaire au départ? On a l'habitude d'accuser très souvent le stress, tu vois, pour tous les maux de la société moderne. C'est vrai, c'est un mot un peu fourre-tout. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que blâmer le stress, c'est vraiment scientifiquement fondé dans le cas de la thyroïde ou est-ce juste une excuse médicale un peu facile quand on ne trouve pas la vraie cause? Cela soulève une question importante. Parce que oui, le terme stress est tellement galvaudé qu'il en perd son sens. Mais biologiquement parlant, l'impact est prouvé. Le stress chronique maintient un taux de cortisol élevé qui altère physiquement les jonctions serrées de la barrière intestinale. Donc ça ouvre littéralement les portes de l'intestin. Oui, et ça déprime aussi directement les cellules immunitaires régulatrices, les TRAG, dont on parlait. Le stress est donc un véritable modulateur de l'axe neuro-immuno-endocrinien. Mais bon, c'est pas le seul déclencheur. Oui, les sources pointent d'autres coupables beaucoup plus tangibles. Absolument. Certaines infections viraux sont des étincelles redoutables. Les textes citent le virus d'Epstein-Barr, tu sais, celui de la mononucléose, ou plus récemment le SARS-CoV-2. Mais comment un simple virus respiratoire ou une mononucléose peut-il pousser le système immunitaire à attaquer la thyroïde des années plus tard? Par un phénomène fascinant qu'on appelle le mimétisme moléculaire. En fait, les protéines de ces virus ressemblent parfois étrangement aux protéines des cellules thyroïdiennes. Ah, donc le corps se trompe de cible. C'est ça. Le système immunitaire fabrique des anticorps pour tirer sur le virus, mais par erreur d'identification, ces mêmes anticorps se mettent à faire des tirs amis sur la thyroïde. Le dialogue immunitaire est modifié durablement. Et en dehors des virus, le document mentionnait aussi des facteurs environnementaux et hormonaux assez étonnants? Oui, les bouleversements hormonaux massifs sont critiques. La période postpartum, par exemple, après l'accouchement, c'est un moment de vulnérabilité extrême. Le système immunitaire se reconfigure, ce qui peut réveiller une auto-immunité latente. J'avais lu ça aussi. Et puis, il y a des paradoxes nutritionnels. L'iode, c'est le carburant de la thyroïde. Mais un excès d'iode, soudain, sur un terrain génétiquement fragile, ça agit comme de l'essence sur un feu couvant. Ça peut déclencher l'attaque. Et la cigarette? Les toxines comme le tabac sont catastrophiques, tout particulièrement parce qu'elles aggravent l'inflammation des tissus oculaires dans la maladie de base d'eau. Bref, tout ça, ça crée la tempête par 7. Mais pour la personne qui se lève le matin, comment cette guerre interne, qui est invisible, se traduit-elle concrètement? Les sources font un lien direct avec les mitochondries. Et l'explication est magistrale. Si on veut comprendre pourquoi la fatigue thyroïdienne est si profonde, faut vraiment regarder à l'intérieur de la cellule. C'est la clé de voûte de tous les symptômes. Les mitochondries, ce sont les minuscules centrales énergétiques à l'intérieur de nos cellules. Ce sont elles qui fabriquent l'ATP. L'ATP, c'est quoi? La monnaie d'échange énergétique? Exactement, la monnaie d'échange universelle du corps humain. Or, la thyroïde est la chef d'orchestre de la biogénèse de ces mitochondries. Les hormones thyroïdiennes actives décident du nombre et de l'efficacité de ces centrales électriques. Donc si l'usine thyroïdienne est détruite, ou si la conversion hépatique échoue, ou si les portes cellulaires sont fermées, le manager thyroïdien n'est plus là pour donner des ordres aux mitochondries.
Et le résultat est mécanique, hein. La production d'ATP s'effondre. Le brouillard mental, cette incapacité douloureuse à se concentrer, ou cette fatigue de plomb qui disparaît jamais, même après 10 heures de sommeil, c'est pas psychologique. C'est pas dans la tête. C'est pas des gens qui manquent de motivation, quoi. Ce sont les conséquences littérales de neurones et de muscles dont les centrales énergétiques sont à l'arrêt. Ils n'ont physiquement plus de monnaie énergétique pour fonctionner. C'est dingue. Et sans ATP, le corps ne peut même plus gérer sa propre thermogénèse. D'où cette sensation d'avoir froid tout le temps, même en plein été. C'est glaçant de clarté. Mais il y a une chose qui semble quand même hyper contre-intuitive. Une personne en hyperthyroïdie avec la maladie de base d'eau, dont le moteur tourne beaucoup trop vite. Elle finit aussi par se sentir profondément épuisée. Comment on peut être fatigué quand on est en sur-régime permanent? Parce qu'il y a une différence majeure entre la vitesse et l'efficacité. L'hyperthyroïdie force les mitochondries à brûler l'énergie de manière totalement chaotique. Le métabolisme est accéléré à l'extrême, le cœur bat trop vite, le système nerveux est en surchauffe constante. Ah, donc ça gaspille l'énergie. Le rendement cellulaire devient désastreux. L'énergie est gaspillée sous forme de chaleur plutôt que d'être correctement emmagasinée sous forme d'ATP utilisable. C'est comme faire hurler le moteur d'une voiture au point mort. Ça fait beaucoup de bruit, ça chauffe. Et le réservoir d'essence se vide à toute vitesse, mais la voiture n'avance pas. Le corps s'épuise par cet emballement improductif. C'est une image saisissante. En synthétisant tout ce qu'on vient de voir, la conclusion s'impose d'elle-même. La thyroïde n'est définitivement pas une petite glande isolée agissant de façon autonome. C'est un miroir en fait. Un miroir fascinant, oui. Elle reflète l'état d'inflammation générale, le niveau de stress, la santé de notre barrière intestinale et la capacité de notre foie à traiter l'information chimique. Comprendre l'étendue de ce réseau systémique, c'est vraiment crucial, notamment pour cesser de culpabiliser ceux qui souffrent d'une fatigue persistante. C'est le passage obligé d'une médecine purement centrée sur l'organe vers une médecine du terrain. Essayer de forcer la thyroïde à fonctionner sans occuper de son environnement, c'est inutile. Réparer la fonction thyroïdienne, ça nécessite bien souvent d'abord de désengorger le foie. De cicatriser la barrière intestinale. Pour stopper les fuites, ouais. Et de rééduquer un système immunitaire devenu paranoïaque. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'application au quotidien? Je voudrais proposer une dernière réflexion, un véritable changement de paradigme tiré des sources, qui mentionne brièvement le lien entre la fonction thyroïdienne, l'insuline et la fameuse résistance à l'amaigrissement. C'est un point tellement important. On entend tellement de discours culpabilisateurs sur le poids. Mais si on applique tout ce qu'on vient d'apprendre, face à un environnement perçu comme stressant, inflammatoire, carencé en nutriments, notre corps prend la décision brillante de détourner la T4 vers la reverse T3, inactive. Mhm. L'objectif est de forcer un ralentissement métabolique d'urgence pour survivre. C'est une déduction physiologique extrêmement puissante. Le corps ne fait pas d'erreur, il s'adapte. Exactement. Si le corps ralentit son métabolisme pour se protéger d'une agression perçue, alors la prise de poids et la difficulté monumentale à maigrir ne sont absolument pas des échecs de la volonté personnelle. C'est pas un manque de discipline, non. C'est le corps qui se met délibérément et intelligemment en mode survie. Il stocke des réserves face à ce qu'il perçoit comme une menace prolongée, que ce soit une famine perçue ou une guerre immunitaire interne. Et le corollaire de cette idée est encore plus fort. Lequel? Si une personne dans cet état s'acharne à réduire drastiquement ses calories, à faire des régimes punitifs ou à s'épuiser au sport, elle ne fait qu'envoyer un signal de danger encore plus fort à son cerveau. Mais c'est le piège classique. En se privant de nourriture dans ce contexte de vulnérabilité, le cerveau enregistre une menace de famine supplémentaire. Donc il va freiner encore plus. Il va ordonner une augmentation encore plus forte de la production de reverse T3 pour freiner à tout prix la perte de poids et conserver l'énergie. Le régime restrictif aggrave littéralement le blocage thyroïdien. Sans stresser l'intestin et le rassurer sur le plan inflammatoire pour qu'il comprenne que la guerre est finie et qu'il accepte enfin de relâcher ses réserves de sécurité. C'est la seule voie durable, en fait. Rétablir un sentiment de sécurité biologique à l'échelle cellulaire. Pour revenir à notre idée de départ, on ne peut pas réparer une voiture qui cale simplement en mettant un bout de scotch sur le voyant d'alerte ou en appuyant comme un fou sur l'accélérateur alors que le carburant n'arrive pas au moteur. Non, ça marche pas. Faut ouvrir le capot, faut vérifier les filtres, s'assurer que la tuyauterie n'est pas percée et vérifier que l'ordinateur de bord n'est pas volontairement bloqué en mode sécurité à cause d'un stress externe.
C'est une perspective qui change absolument tout sur la manière d'envisager la santé de notre métabolisme. Voilà une réflexion profonde à garder à l'esprit et à explorer la prochaine fois qu'une fatigue inexplicable viendra frapper à la porte.